on nous a demandé de venir, notamment en premier lieu, pour expliquer en quelques mots la situation dans laquelle on est aujourd'hui, vers quoi on va avec cette réforme de l'assurance chômage, si ça impactera ou pas le statut de travailleur ou travailleuse des arts. C'est assez difficile, évidemment, d'expliquer ce qu'il en est là maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui est en cours, il y a des textes qui sont en train d'être lus en commission des affaires sociales. Il y a déjà eu une première lecture qui a été validée de ce projet de réforme chômage. Il va y avoir une deuxième lecture qui va probablement être validée aussi. Et il y a l'ambition, en tout cas politique, de la part de la majorité, d'essayer de voter ce projet de réforme chômage avant juillet, avant le 1er juillet. Donc ça va très très vite, d'autant que sur les 2 derniers mois, les textes ont changé 4 fois, et que quand ils sont arrivés, qu'on a eu les premiers documents, on a bien compris, et je pense que Marc sera d'accord avec moi, que 80% de cette réforme avait déjà été écrite des mois avant. Donc on se retrouve dans une espèce de tunnel intense où des informations arrivent tous les jours, où il faut décrypter tout ça. C'est très difficile. C'est une réforme qui est complexe parce qu'elle change profondément la réforme de l'assurance chômage. Donc si je devais expliquer vers quoi on va, eh bien, je dirais que vous voyez, vous lisez, vous écoutez les médias comme moi aussi. On va vers des exclusions massives à partir de janvier 2026. On parle quand même de 180 000 personnes au total sur l'année 2026, c'est énorme. Des exclusions qui vont commencer par les personnes qui sont au chômage depuis plus de 20 ans, qui ne sont pas beaucoup en fait, ça représente 2% les personnes qui sont au chômage depuis plus de 20 ans. Parce qu'on entend souvent, on en parlait tout à l'heure, Monsieur Clarinval parlait du chômage à vie ou de la carrière de chômeur, mais il suffit de regarder un petit peu les chiffres de l'ONEM. On est à plus ou moins 50% de personnes qui restent au chômage moins d'1 an. Okay, donc c'est déjà beaucoup. Et 75% de personnes sont au chômage depuis moins de 5 ans. Donc il faut relativiser aussi, d'autant qu'évidemment... le ministre, je ne suis pas sûre qu'il soit au courant des histoires et des profils et des personnes derrière ces chiffres, notamment chez les personnes plus âgées et qui sont dans un chômage de plus longue durée. N'hésite pas à me couper si tu as des choses à dire au fur et à mesure. Qu'est-ce que le gouvernement... Donc le gouvernement, il veut mettre quoi en place? Son discours à lui, c'est de dire... On réforme profondément l'assurance chômage parce qu'il faut responsabiliser les personnes sans emploi, parce que c'est avec une exclusion qu'on va activer les personnes vers l'emploi, même si, on sait bien, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Hein. Il y a plus ou moins 300 000 chômeurs complets indemnisés, comme on dit en Belgique, donc des personnes qui ont allocation d'insertion ou allocation de chômage, allocation de travail des arts, prépension, etc. Et il y a, au premier trimestre là, de l'année 2025, il y avait 170 000 offres d'emploi. Donc de toute façon, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde, il n'y en a jamais eu. Ça ne va pas changer. Donc l'ambition du gouvernement, c'est exclure pour activer, en disant que ça va amener les gens vers l'emploi. Si ça ne les amène pas vers l'emploi, ça les amènera peut-être vers le CPAS. Et encore, il faudrait qu'ils y aient droit. On n'a pas tous droit au CPAS. C'est aussi un lieu commun politique de toujours dire que les personnes ne seront pas laissées de côté, que quand on est exclu d'un système de sécurité sociale, on a droit à l'aide sociale. C'est pas vrai. Plein de personnes qui ont droit à la sécurité sociale ne vont pas avoir droit à une aide sociale. Ça, c'est l'autre chose. Le gouvernement nous vend aussi une réforme en disant « Ok, elle est limitée dans le temps, mais on va augmenter l'allocation au début du chômage. » Alors ça, et Marc le sait aussi, c'est pas pour tout le monde. Ça va être pour des salaires plus élevés, des personnes qui n'ont pas un salaire qui dépasse 3 500 bruts, plus ou moins, ne vont pas avoir de changement dans leur allocation. On a aussi entendu beaucoup parler dans les médias du projet de supprimer la réduction fiscale qu'il y a sur les allocations de chômage. S'il y a une suppression de réduction fiscale sur les allocations de chômage, ben nécessairement, ça veut dire que le revenu disponible va être plus bas que ce qu'on dit. Donc on peut augmenter l'allocation pour certains. Ce n'est pas pour ça qu'au final, on aura un revenu disponible qui est
augmenter. Donc il y a des tas de questions qui se posent, et évidemment, le troisième gros morceau de cette assurance, de cette réforme, c'est la limitation à 2 ans, avec seulement quelques catégories de personnes qui ne seraient pas concernées, qui pourraient garder une allocation de chômage à durée indéterminée, mais pour autant, évidemment, qu'elle soit disponible sur le marché de l'emploi, qu'elle recherche de l'emploi. Ils vont probablement, ce ne serait pas étonnant, revoir à terme ce qu'on appelle les critères de l'emploi convenable. En tout cas, je ne serais pas étonnée, même si on n'en parle pas beaucoup pour l'instant. Ce ne serait pas étonnant. Mais donc voilà, quasiment tout le monde se retrouve avec une allocation limitée à, je dis 2 ans, mais en fait, je me trompe, c'est maximum 2 ans. Hein. Il faut savoir que pour avoir 2 ans d'allocation de chômage, il faudra avoir 5 ans de passé professionnel. Donc quelqu'un qui arrive sur le marché de l'emploi, qui a travaillé 2 ans, il va avoir droit à 1 an, et puis il aura un RAB en fonction de cette année en plus de passé professionnel. Mais donc il faudra 5 ans pour avoir droit à 2 ans d'allocation. Et après, c'est terminé. Sauf pour certaines catégories de personnes, notamment travailleurs et travailleuses des arts, et personnes de plus de 55 ans qui ont 30 ans de passé professionnel. Elles ne sont pas nombreuses, loin de là. On sait déjà que cette catégorie, en fait, ils vont vraiment pas être beaucoup. Ils vont vraiment pas être beaucoup. Autre chose que je voulais dire à ce sujet, mais j'ai perdu le fil. Non. C'était pas... Vas-y. Effectivement, tu as parlé de l'emploi convenable, mais par rapport à ça, on sait qu'il va y avoir une mesure particulière qui est de dire que dans les 6 premiers mois de l'allocation, un emploi sera considéré comme convenable, même s'il est 10% plus bas, si ce que vous allez gagner dans cet emploi soi-disant convenable est 10% en dessous de l'allocation que vous avez à ce moment-là. Donc vous serez obligé d'accepter un emploi considéré comme convenable qui est 10% en dessous de l'allocation, allocation qui est elle-même évidemment bien moindre que le salaire que vous aviez avant de perdre votre emploi. Et donc effectivement la notion d'emploi convenable est très attaquée, je dirais, quelque part, et ça pose vraiment question par rapport à ce qu'ils entendent par emploi convenable. Là on est, à mon avis, plus du tout dans la notion d'emploi convenable, ça c'est clair. D'autant que c'est de nouveau une mesure qui a été mise en place parce que le gouvernement a dit, puisqu'on monte l'allocation au tout début du chômage, on applique ceci, mais sauf que tout le monde ne va pas avoir une allocation plus élevée. En plus, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'allocation peut-être la plus basse en arrivant au chômage va en plus devoir accepter un emploi 90%, qui est 10%, enfin, qui apporte un revenu de 10% de moins que son allocation. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Au fur et à mesure qu'on scrute un peu ces textes, évidemment, on en découvre tout le temps. On découvre, et c'est pas une nouveauté non plus, enfin, mais on pensait quand même qu'il y aurait eu un tout petit peu d'ambition là-dedans, mais il y a zéro ambition pour le droit à la formation professionnelle, à la reprise d'études, alors que même, c'est l'ONEM qui le dit lui-même, c'est un des leviers qu'il faudrait le plus activer, c'est la formation professionnelle et la reconversion professionnelle ou les études. Et dans le projet du gouvernement, à moins de commencer une formation dans un métier en pénurie avant la fin de l'année, dès janvier 2026, les seules possibilités de formation, c'est pour devenir infirmier ou aide-soignant. Voilà. Donc, parce que c'est une pénurie mondiale, on est bien d'accord, mais on a aussi des tas de pénuries dans l'enseignement, on a des tas de pénuries dans plein d'autres endroits. Je peux rajouter aussi par rapport à la formation, parce que tu as parlé de l'accès possible à la formation. C'est clair que si on prend l'exemple de Bruxelles, par exemple, les gens qui vont être exclus du chômage sont majoritairement sous-qualifiés par rapport à l'offre d'emploi disponible. Et donc, ils vont devoir aller chercher l'aide au CPS pour autant qu'ils aient l'aide au CPS, mais du coup, étant exclus du chômage, ils n'auront plus accès aux formations organisées par Actiris, par Actiris, je dis bien. Et donc, c'est problématique, parce que quelque part, ils ont besoin de cette formation pour obtenir un emploi vacant à Bruxelles, parce qu'il y a des emplois vacants à Bruxelles, mais c'est essentiellement des emplois qualifiés, et ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Donc, ce qui veut dire que cette mesure qui est censée les activer, en fait, va les enfoncer davantage en niant le droit à la formation qu'ils ont quand ils sont repris dans le chômage classique. Et donc c'est encore une problématique supplémentaire. Mais on le dit souvent dans les précédentes études
qu'il y a eu pour des précédentes réformes, notamment la réforme sur les allocations d'insertion il y a 10 ans, quand les allocations d'attente sont devenues allocations d'insertion et qu'alors qu'elles étaient illimitées dans le temps, elles ont été limitées à 3 ans. Il y a eu des études qui ont été faites après, évidemment, sur les sorties, comme on dit, du chômage, et donc sur les exclusions. Et régulièrement, on pointe ce fait qui est qu'un tiers des personnes exclues retrouvent un emploi, un tiers des personnes exclues ont droit au CPAS, un tiers des personnes exclues ne retrouvent pas d'emploi, ne vont pas au CPS ou n'y ont pas droit et disparaissent, entre guillemets, un peu des radars. On n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas de quoi elles vivent et elles se débrouillent dans leur coin. En gros, le tiers qui disparaît, c'est seulement les gens qui vont aller de l'économie informelle, hein, donc dans le noir, hein, soyons clairs. Faut pas rêver par rapport à ça. D'ailleurs, il y a eu un lapsus lingué d'un ministre il n'y a pas si longtemps que ça, qui effectivement confirmait qu'un tiers retrouve du boulot, un tiers au CPS et un tiers va faire du black. Et c'est ce qui est clairement dans la tête des... C'est ce qui a été dit au Parlement wallon. Ils le savent très bien, en fait. Donc, et la situation, elle est là, quoi. Donc ça veut dire que tout ça, soyons clairs, on est dans un combat idéologique. L'idée est quelque part, pour ceux qui ont fait de l'analyse marxiste, de reconstituer l'armée de réserve. Hein. Donc l'armée de réserve, ce sont tous les travailleurs précaires qui ont absolument besoin d'un boulot. On a tous besoin d'un boulot, évidemment, ça c'est clair. Mais plus il y a des gens qui cherchent du boulot, plus ça va faire pression à la baisse sur les conditions de travail et sur les conditions salariales, et ça va favoriser évidemment les entreprises, et ça va favoriser le capital au détriment du facteur travail dans l'équation. Et donc on est clairement dans ce combat idéologique, parce que si on a le prétexte habituel de nos gouvernements qui est de dire on va réaliser des économies, et notamment en limitant les allocations de chômage dans le temps, ça va faire des économies, ça va rééquilibrer les finances de l'État, on sait que c'est tout à fait faux, parce que en fait ça représente quelques pourcents voilà, c'est vraiment très très minime. C'est pas ça qui va sauver les finances de l'État, certainement pas. Par contre, on n'a aucun problème pour trouver de l'argent pour l'armement. Enfin, ça c'est un autre débat aussi, mais vous voyez bien un peu la différence qu'il y a entre les deux, quoi. Donc, on est vraiment dans un combat idéologique. On est dans une situation où l'assurance chômage, comme l'assurance santé dans un deuxième temps et les pensions dans un troisième temps, sont en fait des victoires des victoires des travailleurs et des citoyens. Et quelque part, on a sans doute cette volonté-là qui n'est pas dite, qui n'est dite nulle part, qui est de reconstituer, à mon sens, une classe de nantis et une grande masse de travailleurs ou de citoyens en grande difficulté, qui ne discuteront pas sur les conditions de travail, qui ne discuteront pas sur le salaire, et qui seront globalement isolés aussi, hein, parce que le fait de sortir des collectifs de travail fait que les gens sont isolés, et donc du coup c'est très compliqué d'organiser des actions. Enfin, je parle comme syndicaliste évidemment, c'est très difficile d'organiser des actions à partir du moment où on a des gens très isolés. Dans nos centrales syndicales, on a très difficile d'organiser les travailleurs sans emploi, par exemple, alors qu'ils sont les premiers concernés, ils sont globalement absents des manifestations contre les mesures actuelles, et c'est notamment parce qu'ils sont isolés. Et ça, je pense que les idéologues des partis au pouvoir pour le moment, surtout du côté MR, NVA, les idéologues ils pensent vraiment à ça, en disant faisons ce système-là, ça va sortir les gens des radars, aussi des organisations syndicales, à partir du moment où ils n'ont plus leur dossier dans les services de chômage des organisations syndicales, ils disparaissent quelque part. Et on ne sait plus les organiser collectivement. Donc on est vraiment dans cette situation-là de combat idéologique. Oui, tout à fait. Donc j'étais en train de penser à autre chose quand tu parlais des chiffres. Enfin, c'est vrai que l'assurance chômage, parce qu'on a toujours un discours politique, médiatique, qui nous dit qu'effectivement, on serait toujours beaucoup trop nombreux au chômage et qu'on y resterait toujours beaucoup trop longtemps à ne pas rechercher suffisamment d'emplois, etc., qu'il faut absolument réformer l'assurance pour augmenter le taux d'emploi, qu'on aurait un taux de chômage toujours trop élevé, etc., etc. Sauf que l'assurance chômage, c'est 5,6% du budget de la sécurité sociale, des dépenses sociales, pas de la sécurité sociale, mais des dépenses sociales dans leur ensemble. Et si on ne prend que ce qu'on appelle le chômage complet indemnisé, donc on retire par exemple toutes les allocations liées à l'interruption de carrière, parce que l'ONEM aussi s'occupe de ça, les allocations pour l'interruption de carrière, si on retire toute une série d'allocations, on tombe à 3, quelques pourcents des dépenses sociales. Donc c'est pas grand-chose. Et sur le budget de l'État, on est entre 1 et 2%. L'assurance chômage, c'est entre 1 à 2% du budget de l'État fédéral. Alors on nous dit aussi qu'on a un taux de chômage qui est beaucoup trop élevé, mais sauf que ce taux de chômage, il diminue tout le temps. Il diminue depuis des années et des années.
On nous dit qu'il faut augmenter le taux d'emploi à 80%. Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a encore 10 ans, il était peut-être à 63 ou 65, qu'il est aujourd'hui à 72. En fait, il ne fait que monter d'année en année. Et la part des coûts de dépenses chômage dans les dépenses sociales générales de l'État belge, c'est même le seul poste qui ne fait que baisser constamment. L'assurance chômage, elle prend de moins en moins de place dans le budget, au détriment... on n'est pas là pour mettre des bons points ou des mauvais points. Juste la situation est celle-là. Une population aussi vieillissante, une population qui tombe de plus en plus malade du travail. Et donc, en fait, là où les postes augmentent, pension, soins de santé principalement, et en fait, le chômage, il ne cesse de diminuer. Donc, on est constamment dans ce discours, mais ce discours, il n'est pas juste, tout simplement. Il n'est pas correct. Oui, effectivement, tu parles de malades de longue durée. Je pense que c'est aussi à mettre dans la réflexion générale. Donc, il y a cette réforme des allocations de chômage limitée à 2 ans avec des conditions d'accès qui sont complètement différentes. Mais il y a aussi la question de la remise au travail des malades de longue durée. En fait, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont dans des situations de maladie de longue durée en Belgique. C'est l'étape suivante, me semble-t-il. On est déjà dans des situations où l'employeur peut licencier pas pour faute grave, mais pour motif de santé. Hein. Donc, il y a les processus de réinsertion, mais on sait bien que les employeurs ne sont pas très motivés en général pour trouver des emplois adaptés à l'état de santé des travailleurs. Et au bout de X temps, ils annoncent qu'ils n'ont pas la possibilité de réutiliser les personnes, et c'est licenciement pour raison médicale. Et voilà, c'est toute économie pour les employeurs, hein, soyons clairs par rapport à ça. Et à mon sens, en tout cas, je ne sais pas, Anne-Catherine, ce que tu en penses, mais c'est l'étape suivante. Donc c'est la menace qui pèse aussi sur ces travailleurs-là, la remise forcée au travail ou l'abandon pur et simple à leur propre sort. Alors que finalement, on est dans une situation où, comme tu l'as dit, on est de plus en plus malade du travail, hein, soyons clairs. Il y a des cadences, il y a une productivité qui n'a jamais cessé d'augmenter en Belgique, qui pendant tout un temps, en tout cas, a été récompensée par des hausses salariales. Et donc les accords interprofessionnels, c'était aussi pour récompenser entre guillemets, pour rémunérer les hausses de productivité. Aujourd'hui, hier, on a encore annoncé que l'accord interprofessionnel, c'était sur une norme de 0%. Il n'y avait rien à négocier, paraît-il. Hein. Quand on voit le bénéfice des entreprises, je ne sais pas trop pourquoi il n'y a rien à négocier, mais enfin bon, voilà. Mais toujours est-il que cette hausse de productivité, elle ne sera plus rémunérée, alors que, quelque part, elle rend les travailleurs malades et les travailleuses malades. Et on est dans cette situation-là, quoi. Donc, et c'est cumulatif avec les mesures qui sont en train de se prendre par rapport au chômage. Mais ce qui se passe, tout simplement, c'est qu'il y a zéro réflexion politique sur c'est quoi le travail et c'est quoi l'emploi. Il n'y a jamais de réflexion là-dessus. Enfin, je pense que j'invente rien, on le sait tous. Hein. Mais, et comme ce qui est aussi très difficile en termes de mobilisation, parce que Marc en parlait tout à l'heure, c'est très difficile de mobiliser notamment des personnes sans emploi, qui sont souvent plus isolées, qui ne sont pas toujours au courant en plus de ce qui va se passer. Ce qui est aussi très difficile, c'est de mobiliser très vite sur autant de choses, parce qu'en fait, ça va très, très vite. Et donc, quand on a une réforme chômage qui sera peut-être votée d'ici 10 jours, et qu'on apprend qu'il y a déjà des premiers textes pour ce qu'ils appellent la modernisation du droit du travail, qui va être une horreur sans nom, et qui va arriver juste après. Et on sait déjà que pour effectivement ce qu'on appelle la réintégration des malades de longue durée, ils ont l'ambition vite de faire en sorte que les procédures de réintégration soient plus rapides, qu'on puisse plus facilement se séparer d'un travailleur ou d'une travailleuse, etc. C'est comme le fait de... Tout se mêle, en fait. Quand vous avez un gouvernement qui dit qu'il faudrait plafonner une indemnité de licenciement à 52 semaines, donc à 1 an, une personne qui a une carrière de 17, 18, 20 ans, etc., elle devrait peut-être être à 15, 16, 17 mois, etc. Donc on coupe ces mois, donc volonté du gouvernement, on plafonne à 12 mois. Il se passe quoi en fait? Cette personne alors, elle perd 5, 6, 7 ou 8 mois de salaire. Ce sont tous des mois où elle ne cotise pas à la sécurité sociale, alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre dans le pot commun. Et au final, elle se retrouve au chômage avec une allocation limitée. Donc en fait, tout... C'est comme si à chaque fois qu'on voyait une mesure, on y voit l'impact qu'elle peut avoir dans un autre champ, quelque part. Il y a ça aussi pour
le fameux droit à la démission qu'ils veulent mettre en place. Ils présentent ça, le MR en parle beaucoup et présente ce droit à la démission comme une espèce de nouveauté. Alors c'est absolument pas une nouveauté, hein. En droit du travail, on peut démissionner, ça c'est pas un souci. En assurance chômage, on peut, si on démissionne, on peut être sanctionné, on ne l'est pas toujours, on est sanctionné si on démissionne d'un emploi qui était convenable ou qu'on n'avait pas, comme on dit, de motif légitime de partir. Donc déjà, nous présenter les choses comme des nouveautés, c'est pas toujours juste, mais en plus, quel serait, parce que ce droit à la démission, comme ils le disent, il a changé 4 fois dans les textes. Ils n'arrivent pas en fait à se mettre d'accord, on peut le dire comme ça. Maintenant, on en est dans une dernière version qui est encore un peu différente, mais l'avant-dernière version, et ça je me suis dit, ils sont quand même incroyables, ils sont vraiment gonflés, c'est que comme ils instauraient ce droit à la démission, eh ben, une des versions précédentes du texte, hein, c'est plus cette version-là aujourd'hui, mais c'est une version qui date d'il y a plus ou moins un mois, elle disait que dorénavant, alors, quelqu'un qui démissionnait d'un emploi et qui n'était pas dans les conditions d'être dans ce droit à la démission parce qu'il faut 10 ans d'ancienneté, eh ben, la personne qui n'était pas dans les conditions et qui démissionnait, eh ben, elle n'avait plus de droit, c'est tout. C'est fini. Ça, c'était une des versions du texte. Donc on donne un truc et puis hop, on va remettre autre chose derrière. Maintenant, c'est autre chose. Ils ont de nouveau modifié le texte. Donc il faut être toujours très très vigilant parce que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça va hyper vite. En plus, c'est très technique. C'est très difficile. Donc même quand on est à plusieurs à se mettre sur ces textes, on a toujours un doute. Est-ce qu'on a bien lu? Est-ce qu'on a bien compris les enjeux, tout ce qui va en découler, etc. Mais effectivement, on dit souvent tout est dans tout. Et là, tout est dans tout, quoi. Droit du travail, maladie, chômage et répercussions sur la pension, évidemment. Ça, voilà. On a fait le tour de la boucle. Oui, parce que le grand débat aussi, c'est la question des périodes assimilées. Hein. Donc et là, il y a un grand débat là-dessus. Et on sait que le dossier pension, ça va arriver à l'automne, certainement dans le courant du mois d'octobre-novembre. Que le volet pension de l'accord de gouvernement va arriver sur la table des législateurs dans cette période-là. Et alors, la question des périodes assimilées est très cruciale, évidemment. Qu'est-ce que c'est une année complète? Et toute la question est là. Une année complète avec des périodes assimilées. Donc, vous avez des périodes de maladie, des périodes d'accident de travail, des périodes de chômage. Pour le moment, c'est considéré comme des années complètes. Demain, tout ça est menacé, quoi. Donc, moi, j'ai un collègue à Liège, par exemple, il me dit, moi, j'ai 2 ans d'accident du travail. Accident du travail, c'est jamais de la faute du travailleur. Je suis désolé, c'est un accident du travail. Ben, ces 2 ans-là, dans les perspectives actuelles, ils ne vont plus compter dans le calcul pour sa pension. C'est quand même une aberration, quelque part. D'autant plus que le problème des pensions, c'est qu'on est dans des situations où on va avoir des lois avec des effets rétroactifs. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un peu du droit, mais moi, j'ai fait un peu de droit dans mes études et je sais, j'ai appris, une des premières choses que j'ai appris, c'est qu'une loi n'était jamais en principe rétroactive. Parce que ça pose plein de problèmes, les lois rétroactives. Et en plus, c'est antidémocratique. Ici, on va, avec le volet pension, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais comme Anne-Catherine le dit, tout est dans tout, évidemment. Hein, mais avec le volet pension, on va avoir des systèmes où les choix que les gens ont posés il y a 20, 30 ou 40 ans d'ici, vont les impacter dans leur retraite, en fait. Donc les gens qui ont choisi une carrière de fonctionnaire, qui ont choisi d'avoir des salaires plus bas, de ne pas avoir de deuxième pilier ou d'assurance groupe, etc., comme ça existe dans le privé, mais par contre d'avoir une meilleure pension, ben, ils n'auront pas non plus. Donc ils auront eu toute leur vie des salaires inférieurs, ils n'auront pas droit au deuxième pilier ou à l'assurance groupe comme ça existe dans le secteur privé, et ils auront une pension diminuée alors que leur décision a été prise il y a 30 ou 40 ans d'ici. Donc on est vraiment dans une situation où effectivement les dossiers arrivent petit à petit comme ça sur la table, mais on sent bien qu'il y a un plan derrière, il y a une idée générale derrière en tout cas, et ça vient petit à petit parce que évidemment il y a un processus législatif qui doit se mettre en route, mais c'est clair que le plan est là et comme tu disais tout à l'heure, à mon avis 80% des textes étaient écrits même avant l'accord de majorité qui a eu lieu assez récemment. Pendant la campagne électorale. Oui, même pendant la campagne électorale. Ouais, tout à fait. Et on a des partis à la majorité comme les engagés, par exemple, qui avaient, dans leur promesse électorale, dit on s'engage à offrir 170 000 emplois pour les travailleurs, et aujourd'hui, ils disent, ouais, voilà. Mais dans l'accord de gouvernement aussi, hein, j'ai été relire, il est mis exclusion après avoir reçu une offre d'emploi finale du service régional de l'emploi. Donc, et on n'a aucune info
encore aujourd'hui aucun chiffre sérieux sur quels moyens vont être donnés au Forum, à Actiris, au VDAB, pour permettre alors un accompagnement rapide et une offre d'emploi finale. Alors, on sait bien, il n'y en aura pas pour tout le monde, l'offre d'emploi finale, on le sait. Mais zéro information sérieuse là-dessus, et c'est écrit dans l'accord du gouvernement. Donc, et j'ajouterais qu'il faudrait aussi des moyens pour les CPAS qui ont aussi une mission de remise à l'emploi, hein, donc c'est aussi inscrit dans leur mission. D'abord, ils vont recevoir toute une série de dossiers sans avoir le personnel pour les traiter dans un délai raisonnable, sans même parfois avoir les locaux pour recevoir les gens. Mais en plus de ça, les moyens, parce qu'il y a des mesures normalement de remise à l'emploi qui sont aussi prévues dans les missions du CPAS, et il n'y a rien qui est prévu en termes de budget. Et de toute façon, on nous répondra que c'est du ressort des communes. Parce que le CPAS, ça ressort des communes, même s'il y a un gros subside fédéral, évidemment, mais on est dans cette situation-là, quoi, donc tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on dit souvent, enfin, beaucoup dans l'opposition, c'est ce qui est très très souvent dit d'ailleurs, c'est cette réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme communautaire. Aussi, oui. Aussi, c'est aussi ça. Et les retombées sur les CPS, enfin, ça ne va pas du tout être la même chose. Le collectif contre l'exclusion là, a fait une carte de Belgique avec toutes les exclusions, et on voit cette grosse ligne rouge. Plus c'est rouge, le sillon Sambre-et-Meuse, là, on le voit. C'est le sillon Sambre-et-Meuse, évidemment. Ouais. C'est surtout là que ça va se passer. Ouais. Enfin, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il va y avoir une forme de réforme institutionnelle qui ne dit pas son nom, en fait. Hein. Donc, il va y avoir des compétences, en quelque sorte, qui vont être transférées vers les régions et les communes, hein. Alors on n'est pas dans une législature qui permet une réforme de la Constitution, mais dans la pratique, c'est ce qui va se passer, puisque les budgets vont devoir se déplacer, et donc on a une forme de constitution, de changement changement institutionnel, qui va se mettre en place par rapport à ça, et qui arrange beaucoup nos amis du Nord, évidemment, en tout cas les politiciens extrêmes du Nord, ils sont tout à fait d'accord avec ça, parce que vous savez bien que les francophones sont essentiellement des profiteurs, et donc il vaut mieux qu'ils s'assument leurs problèmes eux-mêmes, donc on est dans cette logique-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'ici le 1er janvier, j'ai l'impression que cette loi va se mettre en place. Je suis très étonné que le principe standing, qui normalement est un principe qui devrait être une sorte de protection par rapport à la sécurité sociale, ne s'applique pas, et peut-être standstill, pardon. Et ça, j'aimerais bien vous entendre un peu parler peut-être par rapport à ça, en fait. Mais il n'est pas dit qu'il ne s'applique pas. Ce qui se passe, c'est que le standstill, donc le fait qu'on ne puisse pas reculer dans les droits, sauf... Enfin, le recul de droit est possible s'il y a un motif d'intérêt légitime. C'est un peu ça le principe du standstill. Mais pour qu'il y ait... pour qu'un juge se dise, là, le principe du standstill n'est pas respecté, il faut qu'une loi soit passée. Donc pour l'instant, on a juste des avis, on a le Conseil d'État qui donne un avis, qui dit lui-même, cet avis, il n'est pas complet, parce qu'en fait, on a eu très très peu de temps, donc on ne donne que des observations générales, et qui à certains endroits disent, pour nous, là, ça a l'air d'aller, là, c'est moins sûr, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas donner plus d'infos, enfin plus de précision, mais ça se jouera en justice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une loi est votée, alors des personnes iront individuellement en justice en disant, en faisant valoir le principe du standstill, et c'est là qu'on verra comment la justice se prononce. Mais donc c'est pas qu'il ne s'applique pas, c'est qu'en fait on ne peut avoir de réponse là-dessus finalement hors avis qu'une fois que la loi est votée. Je vais arrêter ici. Oui, mais ça veut dire que si effectivement la loi est votée, il y a des gens qui vont en justice pour avoir ce principe appliqué, mais ça va prendre un temps fou, évidemment, pour pouvoir être jugé, en fait. Hein. Donc ça veut dire que pendant ce temps fou-là, le mal sera fait, quoi. Donc les gens, ils seront dans la misère, quoi. Donc c'est ça la difficulté. Je voudrais juste revenir, Rémi, sur ce que tu disais par rapport à la place des organisations syndicales et des organisations patronales dans la sécurité sociale. Effectivement, il faut revenir un peu à l'historique. Hein. Et la sécurité sociale, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a donné. Hein. C'est quelque chose qu'on a construit. Hein.
Donc je veux dire, ce n'est pas un outil des puissants qu'ils ont mis à notre disposition à un moment donné en disant les gars, comme ça, vous ne mourrez pas de faim. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a été construit par les travailleurs et par les citoyens. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des gens qui sont élus pour 5 ans et qui n'entendent plus avoir de contradicteurs en face d'eux, nous disent que ce truc-là qu'on a construit, dans lequel on a mis notre argent, parce que c'est notre argent qu'on a mis là-dedans, ce sont nos cotisations qu'on a mis là-dedans, même l'argent qui vient par l'impôt, c'est notre argent aussi quelque part, hein, eh ben, ils sont en train de le détricoter sans demander notre avis comme organisation syndicale, ni même aux organisations patronales d'ailleurs. Hein. Et donc on est dans cette situation-là. Et alors je reviens sur cette histoire de refus de la contradiction. C'était quand même assez exemplaire que le texte a été adopté en première lecture avec refus de toute audition. Donc ça veut dire que logiquement, quand il y a le processus habituellement de lecture des textes, il y a l'opposition ou même la majorité qui peut demander à auditionner tel ou tel acteur social qui vient expliquer, qui vient donner des informations complémentaires. Et il y a un débat aussi, il y a un débat contradictoire. Le principe même de la démocratie, c'est le débat contradictoire. Je veux dire, s'il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a pas cette fameuse intelligence collective dont tout le monde explique que c'est vraiment formidable. Mais il n'y a pas d'intelligence collective ici. Il y a une décision qui a été prise par des états-majors de partis et qui est appliquée, majorité contre opposition. Et ça va être comme ça, si on continue à la laisser faire, ça va être comme ça pendant 5 ans. La situation, elle est là. Mais je pense qu'il faut revenir à cette idée de base. La sécurité sociale, ce n'est pas un truc qu'on nous a donné. Hein. Oui, la question se pose aussi, en tout cas on nous a posé cette question, de voir comment nous on voyait ou on imaginait peut-être le devenir de l'allocation de travail des arts, qui est aujourd'hui à charge de l'assurance chômage et qui n'est pas attaquée dans le texte de réforme de l'assurance chômage, hein, dans la dernière version, parce qu'il y a eu plusieurs versions, mais dans la dernière, elle est entièrement préservée, cette allocation. Donc c'est difficile de... On a tous des scénarios peut-être ou des choses qu'on imagine, c'est-à-dire moi je ne peux pas m'empêcher de repenser à 2020, donc je ne peux pas m'empêcher de repenser à la fameuse étude du MR du Centre Jean Gaulle, Libérons la création artistique, avec artiste un jour, artiste toujours, là, et le revenu de base pour artistes et techniciens, le RBAT, comme ils l'appelaient. Donc moi, je repense toujours à ce texte, où effectivement, le texte partait du postulat que, quelque part, des artistes n'avaient rien à faire dans l'assurance chômage, c'était avant tout des travailleurs et des travailleuses soumis à l'intermittence, avec du travail artistique non rémunéré, etc., etc. Et donc le projet, c'était une allocation, un revenu de base pour artistes et techniciens. C'était plus une allocation de chômage. Après, on a eu la réforme qu'on a eue, signée aussi par le MR, mais bon, tout le monde sait très bien que cette réforme... le MR ne la portait pas spécialement dans son cœur. Hein. C'était surtout Voreuil TPS qui portait cette réforme dans leur cœur à eux, on va dire. Et donc, aujourd'hui... Le retour du cœur. Aujourd'hui, on a un projet de réforme qui nous dit l'allocation de travail des arts est préservée, on n'y touche pas. Mais on a en même temps, par moments, dans des tribunes politiques, médiatiques ou à la télé, un ministre qui dit il faut quand même faire attention, il y a des abus, et un président de parti qui dit de toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire avec cette histoire que l'allocation de travail des arts ne devrait pas être dans l'assurance chômage. Donc, un des scénarios, c'est que la réforme du chômage passe là en l'état. Cette allocation reste pour l'instant, mais évidemment, c'est évident que NVA, MR, etc. vont revenir avec l'idée d'une allocation qui est sortie de l'assurance chômage. Est-ce qu'ils vont revenir avec ça dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi? J'en sais rien. Mais ça a toujours été dans les cartons du MR, en tout cas, notamment. En matière de scénario possible par rapport à ça, donc on a un peu essayé d'imaginer ce que ça pouvait être.
on se dit quelque part que dans le dispositif légal actuel, il y a une évaluation qui est prévue en 2027, si je ne me trompe pas. Déjà, quelques politiciens ont fait les lapsus en disant, on ne va pas parler d'évaluation, mais de réforme déjà. Donc, ils ont déjà fait le lapsus en disant, on va revenir à une réforme. Hein, donc voilà. Et alors, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, évidemment. Soit on sort effectivement les artistes de la sécurité sociale, avec le risque qu'on ne sorte que les artistes créateurs et qu'on laisse de nouveau les techniciens et les métiers de soutien sur le carreau, hein, alors qu'ils sont soumis à l'intermittence autant que les artistes créateurs. Donc ça, c'est une première possibilité, les sortir de la sécurité sociale. Mais on ne sait pas très bien comment on va financer ce régime-là. Donc il y a le problème de financement aussi qui est là. On ne sait pas comment on financerait ça. On ne sait pas non plus quelles seraient les conditions pour rentrer dans ce périmètre préservé d'artistes un jour, artistes toujours. Là, hein. Quelles seront les conditions? Est-ce que ce sera le fait du presse d'être dedans ou pas? Est-ce qu'il faudra répondre à des canons culturels, comme ça existe déjà du côté néerlandophone? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la communauté flamande, pour le moment, subordonne ses subsides à la culture à des canons identitaires flamands. Hein. Donc, pour moi, c'est le début d'une dictature, hein, soyons clairs. Hein. C'est le début d'une attitude, en tout cas, extrême. Voilà, on ne sait pas comment on va être subsidé, on ne sait pas comment les gens rentreraient dans ce périmètre. Donc, c'est une première possibilité de sortir les artistes de la sécurité sociale. La deuxième possibilité, c'est d'augmenter les seuils actuels, de les laisser dans la sécurité sociale, mais d'augmenter les seuils. Aujourd'hui, il y a des seuils de revenus qui prouvent que vous êtes artiste ou technicien professionnel. Ces seuils-là peuvent très bien être augmentés demain et doublés ou triplés demain. Déjà aujourd'hui, il y a des travailleuses et des travailleurs qui ont difficile d'atteindre ces seuils et qui n'obtiennent pas l'attestation auprès de la Commission du travail et des arts. Si on augmente les seuils, il y a encore moins. Et donc ça résout une partie du problème, soi-disant budgétaire, parce que ce n'est pas un budget énorme. Hein. Donc il ne faut pas croire que les travailleurs des arts, c'est 10 000 personnes en Belgique. Hein. Donc il ne faut pas non plus fantasmer là-dessus. Ce n'est pas avec ça non plus qu'on va sauver la Belgique et qu'on va sauver la dette publique, hein, soyons clairs. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est basta, on prend le chapitre 12 de l'arrêté royal, on le met à la poubelle et on retourne dans le système général pour tout le monde. Ça veut dire que si on retourne dans le système général pour tout le monde, il n'y a plus aucun travailleur des arts qui n'aura jamais droit au chômage. Parce qu'il n'y aura jamais les conditions de chômage des 312 jours dans les 24 derniers mois, c'est ça? Dans les 36 derniers mois, il n'y a jamais personne qui y arrivera, quoi. Et c'était déjà le cas dans les années 2000. C'est pour ça qu'on a fait un statut d'artiste dans les années 2000. C'est justement parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'arriver au seuil ordinaire. Donc c'est la troisième possibilité, retour au système ordinaire. Et je pense qu'on est dans ces trois scénarios-là, en tout cas. Je ne sais pas. Oui. Je voulais juste, si vous pouviez compléter, quand vous dites sortir de la sécurité sociale, pour aller où? Dans quel budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles? A priori, ça irait plutôt vers les communautés. Alors déjà, c'est de nouveau un transfert de compétences aussi, hein, quelque part, parce que c'est... voilà. Je ne sais pas du tout quelle forme ça pourrait prendre, mais a priori, ce serait vers les communautés. On sait que la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, est tout à fait désargentée, hein, donc on ne sait pas trop comment ils vont financer ces travailleurs-là. On ne sait pas quelle forme ça prendrait. Est-ce que les gens seraient considérés comme allocataires sociaux ou travailleurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Pourquoi pas, hein. On peut imaginer que la Fédération leur fasse un contrat d'artiste et que... voilà. À l'heure actuelle, on a quand même changé l'intitulé, hein, donc on ne parle pas de chômage artiste, on parle d'allocation de travail des arts, donc c'est pas innocent non plus. Et donc voilà. Mais a priori, ce serait vers les communautés. Ouais. Donc, Et est-ce que j'ai une question peut-être tout à fait naïve, mais qu'est-ce qui permet que, par exemple, dans ce qui se passe pour le transfert vers les CPAS, qu'on puisse dire voilà, transfert vers les CPAS, sans que ce soit assorti de la moindre information du transfert financier qui va permettre ça? Comment est-ce que c'est possible, ça? Je ne sais pas. Bonne question. Je dis, ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'en fait, ils disent que de l'argent va être mis, mais ils ne disent pas combien. ouais, c'est ça. Et ils ont, en commission des affaires sociales la semaine dernière, ils ont par ailleurs apparemment, enfin non pas apparemment, c'est ce qu'il a dit, le ministre s'est engagé à donner un chiffre pour le 30 juin, avant le 1er juillet. Mais ce qu'il y a, c'est que tout ça se fait toujours dans une telle rapidité. Je voudrais aussi juste préciser, parce que je disais tout à l'heure que l'allocation de travail des arts n'était pas mise à mal dans la réforme, dans le projet en tout cas de réforme tel qu'il a été validé en première lecture mardi dernier. Oui, c'est vrai, dans les textes, elle n'est pas mise à mal. Maintenant, évidemment,
que c'est un problème pour certains. Donc, si on écoute ce qui s'est passé en commission des affaires sociales mardi dernier, la NVA ne comprend absolument pas pourquoi l'allocation de travail des arts reste protégée dans ce projet de réforme. L'OpenVLD aussi ne comprend pas, a déposé un amendement en disant il y a quelque chose là qui ne va pas. Il ne sera probablement pas suivi, mais ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, on le sait, ce n'est pas que l'EMR qui avait son idée de 2020 et qui va peut-être revenir avec quelque chose. Il y a de toute façon d'autres formations politiques qui ont évidemment une opinion sur le sujet et qui ne sont pas en adéquation avec ce que prévoit la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui, qui vont probablement dire on vote pour, elle est bien, mais qui reviendront dans quelques mois avec autre. Ce sujet va revenir de toute façon, ça c'est inévitable. Et si on pensait les choses avec un petit peu d'optimisme, si le gouvernement tombe, genre il y a pour le moment beaucoup de pression sur Vorreut, ils sont peut-être les seuls à pouvoir partir en essayant de sauver ceux qui prétendent être les seuls de gauche. Enfin bref, mais si le gouvernement tombe et qu'ils ont fait passer cette loi, la loi s'applique, ou bien on peut faire marche arrière, ou bien il faut qu'on fasse tomber le gouvernement avant le prochain mardi. Une loi ne peut être modifiée que par une autre loi. Donc une loi ne peut être abrogée ou modifiée que par une autre loi. Donc ça veut dire que si effectivement la loi passe au Parlement et qu'elle est éditée au Moniteur belge, elle va s'appliquer, ouais, ça c'est clair. Et le nouveau gouvernement, après de nouvelles élections, mais c'est aussi un jeu de Vogelpick, hein, parce qu'on ne sait pas quel nouveau gouvernement on aura. Hein. On peut avoir encore plus extrême que ce qu'on a déjà. Hein. Alors il ne faut pas non plus être pessimiste, mais c'est un risque, hein, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, ce serait au nouveau gouvernement d'abroger la loi précédente. Donc, Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, comme Vorreut est en train, en tout cas c'est ce qu'il dit dans son discours, c'est ce qui est écrit dans le projet de texte aussi, conditionne au départ son accord au projet de réforme chômage à un accord pris sur la taxation des plus-values. Les deux, ce qui est assez dingue aussi, hein, lier l'entrée en vigueur d'une réforme chômage à un autre arrêté qui serait pris sur la taxation des plus-values, c'est assez dingue de jouer comme ça avec 180 000 personnes en 2026 et peut-être 250 en 2027. Hein. Donc voilà, mais à ce niveau-là, c'est vrai que si ils ne sont pas satisfaits de cet accord sur la taxation des plus-values, ils pourraient débrancher la prise, comme on dit toujours. Je ne sais pas pourquoi on dit ça d'ailleurs. C'est une expression. Et je voudrais ajouter aussi, en matière de statut particulier, il n'y a pas que les artistes qui ont des statuts particuliers. Hein. Mais il y en a d'autres auxquels on n'ose pas toucher. Je pense au Docker, par exemple. Hein. L'OpenVLD veut y toucher. Ah ben c'est bien, c'est vrai. Parce qu'on sait aujourd'hui on sait économiquement que le port d'Anvers c'est à peu près génère la moitié du PIB en Belgique, et donc effectivement on a peur d'attaquer de front ce statut particulier des dockers, mais c'est un statut particulier aussi. Alors il y a des justifications, et c'est toujours ça le problème des statuts particuliers, c'est qu'il faut les justifier quelque part. Ici le statut des artistes, il est toujours pleinement, des statuts des travailleurs des arts, pardon, il est toujours pleinement justifié. C'est clair que les conditions de travail, les conditions d'intermittence imposent d'avoir ce statut particulier sous peine d'avoir une culture qui sera largement vidée de son intérêt. Alors Georges-Louis Boucher, pour ne citer que lui, rêve d'une culture qui rapporte de l'argent. C'est son rêve, quoi. Donc une culture à l'américaine qui dit de manière assez ostentatoire. Hein. Donc ça veut dire qu'une culture qui ne va pas interroger, qui ne va pas émanciper, qui ne va pas critiquer, c'est cette culture-là que Georges-Louis Boucher rêve. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut imaginer ce genre de choses-là, mais moi, en tout cas, c'est pas le genre de société dont j'ai envie, ça c'est clair. Il y a une question là tout au-dessus. On voit mieux les gens qui posent des questions. Simplement une réflexion bête peut-être, mais finalement, ce gouvernement, c'est le résultat des élections. Ouais. Il a été élu par le peuple. C'est nous tous, c'est tout ce peuple qui a élu ces gouvernements qui passe tout ça. Je pense que l'information de ce peuple, informer ce peuple
est très, très important et peut-être la clé pour faire basculer quelque chose dans les votes. Je pense aussi au fait, simplement en lisant justement les textes, mais aussi tout ce qui est publié sur des sites officiels, mais aussi de l'INAMI, etc. Enfin, ce qui apparaît, c'est des études comme quoi c'est mieux pour les gens de les réintégrer au travail. C'est mieux. Enfin, l'information est très sélective. Bien sûr aussi dans les médias, mais aussi les informations officielles sont très sélectives. Je sais que c'est un vieux discours et que c'est très cliché peut-être, mais finalement, je pense qu'il s'agit d'informer le peuple qui doit voter, qui va élire le gouvernement, qui va... Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez terrible de savoir que c'est nos co-citoyens, en fait, qui ont fait ça. Mais par rapport à ça, je pense qu'effectivement, on est dans une situation où les gouvernements en place, pas seulement le gouvernement fédéral, c'est pareil au niveau de la communauté française et c'est pareil au niveau de la région wallonne, estiment qu'ils ont été élus et donc ils font ce qu'ils veulent. C'est pas du tout ça l'essence de la démocratie qui est basée sur le débat critique, le débat constructif et le débat contradictoire, pardon. Et donc on est dans cette situation-là qui est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces gens-là ont été élus sur base d'un programme. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est pas dans leur programme. Enfin, la semaine passée, on est allé trouver le ministre Copiters à Namur pour lui demander où étaient les 170 000 emplois promis par les engagés. Et c'est dans leur programme. Voilà, donc il faut éplucher un peu les programmes sur lesquels... Donc tu parles d'information et tu as tout à fait raison. Les gens qui ont lu des programmes, il n'y en a pas beaucoup, je le concède, mais en tout cas les gens qui ont vu les clips publicitaires, les affiches, etc., il y a quand même des informations qui ont été données par les partis sur ce qu'ils avaient envie de faire après. Ils ne sont pas dedans, ils font autre chose pour le moment. Et là, c'est un problème, parce que le contrôle démocratique, il ne s'arrête pas à une élection tous les 5 ans. Pour moi, le contrôle démocratique, ça commence par aller vérifier ce que les gens racontent dans les assemblées parlementaires. Aller vérifier sur quoi les gens ont voté. Quand il faut voter la loi, quand il faut voter le texte, tu as voté contre, alors que dans ton programme électoral, tu avais dit que tu voterais pour. Voilà, il y a un contrôle démocratique, effectivement, c'est notre devoir à tous, quelque part, d'exercer ce contrôle démocratique, et plus que jamais, je pense qu'il faut le faire, c'est évident. Il faut aussi Donc, il y a le problème de la désinformation qui existe, ou quelquefois des informations qui sont données, notamment... On l'a vu pendant le programme électoral, etc., entre ce qui était promis, ce qui est fait, etc. Donc il peut y avoir de la désinformation. On est tous aussi, on subit tous de la désinformation aussi. Il faut toujours fact-checker constamment ce qu'on lit. Enfin, ça prend beaucoup de temps. Après, il y a plein de gens qui informent. Je veux dire, moi, je considère que je fais partie des gens qui informent depuis très longtemps. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que quand on met énormément d'énergie à informer, on constate quelquefois, et ce n'est pas un reproche, mais 1 ou 2 ans après, qu'il y a des personnes qui ne sont toujours pas du tout au courant de ce qu'on répète depuis 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc c'est très très difficile aussi d'être dans... Parce qu'il faut vulgariser les choses, il faut les rendre lisibles, compréhensibles. Il faut toujours faire ça vite, parce qu'en fait ça va vite, tout le temps, et on est constamment, effectivement, face à des informations quelquefois contradictoires et fausses. Donc c'est un travail de dingue qui est fait par plein de gens. Mais la plupart des personnes que moi je rencontre dans mon métier ou dans le secteur associatif et qui ont cette mission notamment d'informer, elles font toutes le même constat, qui est de se dire comment on fait maintenant vraiment pour informer. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on passe à côté ou qu'on n'atteint pas les gens, ou qu'on n'a pas dit les choses comme il fallait. Enfin, donc, je rejoins l'importance de s'informer, mais je partage aussi des tas d'interrogations, quelquefois même, sur la manière dont on s'y prend. C'est très complexe. Je suis d'accord sur le fond, mais c'est hyper complexe. On a une fâcheuse tendance aussi à faire des argumentaires très longs, et qui font appel à la raison, alors qu'en face de nous, on a des slogans qui font appel à l'émotion. Et donc on est dans ce choc-là. Donc le langage populiste, il ne fait pas appel à la raison, il fait appel à l'émotion. Et donc c'est des idées
basiques, je dirais, qui sont dites en 2-3 mots, alors que derrière, nous, on a une page d'argumentaire pour démonter l'argument qui a pris 3 mots, qui a pris 2 secondes pour être mis dans l'oreille des gens. Hein. C'est aussi ça la difficulté pour le moment, c'est au niveau du langage aussi. Hein. Moi, j'ai une question sans doute naïve, mais ça a toujours été fort un problème qu'on soit associé les allocations de chômage par rapport au contrôle qu'on avait. Enfin, rien n'a jamais été très adapté à notre situation. Ici, j'entends qu'on parle... là, j'ai écrit à notre ami Georges sur c'était quoi cette réforme de la pension, parce qu'apparemment, les allocations de chômage vont aussi disparaître du calcul de pension. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il en est alors des artistes ? Enfin, comment vous allez nous sortir de là ? Enfin, il m'a répondu qu'il va faire très attention à nous dans les futures négociations à venir. Je me demandais déjà comment faire pression avant que ce soit voté pour qu'on ne soit pas en réaction, mais qu'on puisse intervenir avant. Je sais pas. Et de 2, est-ce que vraiment sortir les artistes du régime de chômage et avoir vraiment, comme ils disent, une allocation universelle. Ils en ont parlé beaucoup lors de leur campagne électorale. Quel serait l'impact et pourquoi on résiste à ce point ? Voilà, j'ai aucune... je ne me rends pas compte de ce que seraient les impacts. C'est juste une phrase, mais c'est un processus de long terme et une série de réformes qui visent à affaiblir l'impact des syndicats et la force des syndicats. Et je pense que c'est la continuation de cette démarche-là. Pardon. Je dis oui, on pourrait quand même, nous, on est en train de se fédérer, on s'organise plus ou moins depuis le Covid, j'ai l'impression. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, avoir une force syndicale ? Est-ce que ce serait vraiment appauvrir ? Peut-être qu'il faut mieux laisser répondre les syndicalistes, mais je pense qu'on n'a pas, et ça n'empêche pas de se fédérer et d'avoir des collectifs en plus, aussi pour pousser les syndicats qui ne sont pas forcément hyper actifs sur la question des artistes. Et de toute façon, ils ont besoin de ça aussi, ils ont besoin d'être alimentés, mais je pense qu'on n'a pas la même force qu'une organisation qui existe depuis 200 ans et qui s'est construite avec une série de relais, une série de pouvoirs de négociation qui sont en train de perdre, clairement. Mais je pense qu'il y a des rapports de force qu'on n'a pas. Enfin, des petits rapports de force. Si je peux juste dire un mot par rapport à ça. J'étais en réunion hier soir avec des collègues syndicalistes à Verviers. Je leur ai dit, ça les a un peu choqués, je leur ai dit que les organisations syndicales étaient des vieilles maisons poussiéreuses, et je le pense sérieusement, mais que d'autre part, on a besoin d'avoir des courants d'air qui viennent nous dépoussiérer, quoi. Et donc le travail avec des collectifs, et c'est ça que je défendais hier dans mon point de vue, c'est de dire qu'on doit travailler avec des collectifs qui sont orientés projet, orientés problème, et on a besoin d'avoir un travail en collaboration, effectivement, de plus en plus étroite avec les perspectives d'avenir qu'on a pour le moment, avec des vieilles institutions poussiéreuses, certes, mais qui sont installées dans le dialogue social en Belgique d'une façon générale. Donc le Conseil national du travail, c'est pas rien. La place au comité de gestion dans la sécurité sociale, c'est pas rien non plus. Et donc je veux dire, on siège dans ces institutions-là, mais et donc c'est tout l'intérêt effectivement de chercher des alliances avec tous les collectifs possibles qui vont venir mettre de l'air dans la vieille maison poussiéreuse. C'est ce que j'ai répondu hier. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense qu'on a intérêt en tout cas à réinventer le combat. Et il me semble en tout cas que se retrouver à 4000 devant la Monnaie il y a le 31 mars, c'est pas venu de rien non plus. Je veux dire, quelque part, on a effectivement des organisations syndicales qui se sont rendues compte qu'elles étaient relativement peu actives dans le combat collectif dans le secteur de la culture et dans le secteur des artistes et techniciens, etc. Et qui sont en train de, petit à petit, avec les moyens qu'elles ont, je parle pour mon organisation, mais c'est pareil pour les autres organisations, de renouer le contact et d'aller vers la fédéralisation, la fédération des moyens, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, mettre ensemble nos moyens par rapport à tout ça. Avant que l'intervenant suivant ne prenne la parole, juste pour rappeler quand même que les dernières manifestations, les dernières grosses manifestations
100 000 personnes dans la rue en février, si je ne me trompe pas, la dernière c'était celle du non-marchand, 30 000 personnes à peu près, c'était pas pour le pouvoir d'achat, hein, c'était pour faire tomber l'Arizona, hein, soyons clairs. Hein. Donc voilà, il y a eu effectivement des manifestations pour le pouvoir d'achat. Ça remonte à, je pense, 2 ou 3 ans, mais les dernières, c'était pas pour ça. Alors la difficulté des organisations syndicales pour le moment, c'est de dire qu'elles veulent faire tomber le gouvernement, parce que ça, elles n'osent pas le dire. Alors que tous les affiliés, les militants dans les organisations, ils disent il faut qu'on fasse quelque chose pour faire tomber le gouvernement. Nos dirigeants syndicaux, je ne suis pas dirigeant syndical, moi je suis permanent de terrain, nos dirigeants syndicaux ont du mal à dire qu'ils veulent faire tomber le gouvernement. En fait, hein. Donc parce qu'on ne sait pas ce qui va venir derrière, parce que voilà, etc., mais ils ont peur de tenir ce langage-là, en tout cas. Ouais. Moi, je voulais, d'une part, je suis étonnée qu'on ne sache pas ici que c'était quand même la grande pub du MR et de la NVA. La chasse aux chômeurs, c'était vraiment l'argument, c'est ça qui leur a fait faire des votes. Je suis étonnée qu'on n'en ait pas conscience, parce que c'est quand même de là que tout part. Ah, ok. Bon, mais je voudrais revenir à l'objet ici. J'avais envie de vous entendre sur la question de l'allocation universelle, parce que moi, j'ai pas d'argumentaire contre l'allocation universelle, autre que de dire, tu peux me parler d'allocation universelle tant que tu veux, tant que j'ai pas le chiffre, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais je voulais vous entendre sur cette histoire de déplacement sorti de la sécurité sociale vers une allocation universelle, c'est quoi ? Si je reprends, il faudrait peut-être le relire pour être sûr de l'information, mais si je reprends le projet du MR, Artiste un jour, Artiste toujours, là, cette fameuse allocation, c'était pour solde de tout compte vis-à-vis de la sécurité sociale en général. Mais ça veut dire que la sécurité sociale, c'est pas que le chômage, hein. C'est l'assurance maladie et validité, c'est les pensions, c'est les accidents du travail, etc., etc. Ça veut dire que pour solde de tout compte vis-à-vis de la sécurité sociale des salariés. Donc dans le projet MR, c'était une allocation de 600 €, 700 €, je ne sais plus très bien le chiffre exact. Et après, démerdez-vous pour aller trouver de l'argent ailleurs, comme travailleurs indépendants, parce que c'est ça aussi le grand projet du MR et sans doute de la NVA, c'est que les artistes, techniciens et travailleurs des arts deviennent tous des indépendants, hein, donc ça c'est aussi la logique, et surtout qui ne cotisent plus dans la caisse de la sécurité sociale générale, qui est une caisse dans laquelle la valeur de base est la solidarité. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans le programme idéologique du MR, cette notion-là. Donc moi je pense que si on reprend cette idée-là, c'est ça qu'il faut envisager, en fait. C'est qu'est-ce que, mais comme Anne-Catherine vient de dire, qu'est-ce que couvre cette allocation universelle ? Si c'est pour solde de tout compte, évidemment, je suis contre, évidemment. Ça, c'est clair. Donc, parce que c'est dans les choses, sur les dystopies qu'on peut imaginer sur le devenir de l'allocation des travailleuses des arts, ça, c'est quand même dans les dystopies une de celles qui peut ressurgir du chapeau, quoi. C'est tout à fait possible. De toute façon, soit on a soit l'allocation, comme le disait Marc, reste dans l'assurance chômage, mais peut-être n'est plus une allocation de travail des arts. Hein. Il y a eu le comité de gestion de l'ONEM la semaine dernière. La FEB est dans le comité de gestion de l'ONEM. J'ai eu la chance de pouvoir voir ce qu'ils avaient dit par un petit papier sur lequel on voyait leur position par rapport à la réforme de l'assurance chômage. Évidemment, ils trouvent cette réforme très bien. Ils pensent que ça ne va pas assez loin, mais ça, on n'est pas très étonné de la FEB. Et un des points noirs de la FEB, c'est l'allocation de travail des arts. En disant, normalement, l'allocation de travail des arts, ça ne devrait pas être dans l'assurance chômage. Ils pensent que les travailleurs et travailleuses des arts ne devraient pas non plus être dans l'assurance chômage. Et ils disent après, sur ce même papier, mais si il reste dans l'assurance chômage, ben alors il faut que ce soit limité à 2 ans comme tout le monde. Donc ça peut leur foutre, je ne comprends pas du tout. Ah ben, la FEB, elle a son avis sur tout. Hein. Oui, mais donc, une possibilité que l'allocation de travail des arts ne bouge pas, alors je pense qu'on n'est pas beaucoup à croire que ça ne va pas bouger dans les mois ou années à venir. Une autre possibilité, qu'elle soit supprimée, c'est-à-dire, comme on disait, le chapitre 12 est supprimé, et c'était ça dans la première version du projet de réforme de l'assurance chômage. Le MR a beau aller dire sur tous les plateaux télé, pas du tout, on veut maintenir, il n'y a pas que moi qui ai vu ce premier projet, c'était barré partout, donc il n'y avait plus d'allocation de travail des arts dans le premier projet. Autre possibilité, une nouvelle allocation au niveau fédéral, on n'en a pas parlé, mais on pourrait imaginer qu'au niveau fédéral, il y ait une nouvelle allocation, ou alors un transfert vers effectivement les communautés,
est pris en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais avec des enveloppes nettement moindres et hors sécurité sociale peut-être. Et sur le budget culture, probablement. Sur les budgets. Ouais, avec de nouveau cette difficulté, c'est que les citoyens ont droit au reste de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que si on transfère l'allocation de travail des arts vers les communautés, comment est-ce que les gens-là vont ouvrir leur droit au reste de la sécurité sociale? Parce qu'il faut cotiser pour ça quelque part. Donc là, la question n'est pas tranchée. Et la question de toute façon des budgets n'est pas tranchée non plus. Hein. On sait que la communauté française est exsangue, hein, donc voilà. Moi, j'avais une question, mais pour rebondir sur une chose que vous avez dite, qui est que les partis en place ne respectent pas leur programme. Et alors, je me demandais si nous, on avait un levier d'action par rapport à ça, si en démocratie, en fait, ils ont le devoir de respecter ce pourquoi ils sont élus, et voilà, si nous, on peut agir. C'est l'interpellation constante qui les fera bouger. Hein. Donc ça veut dire que de manière constante, il faut les interpeller, écrire, faire des affiches, manifester, faire des mails, inonder les parlementaires de lettres, enfin je ne sais pas quoi, mais c'est comme ça. Logiquement, c'est ça qu'on devrait faire. Alors ça demande une démarche qui est épuisante évidemment, mais je pense que c'est là qu'il faut agir, quoi. Quand on organise une action chez le ministre Copiters en lui disant où sont les 170 000 emplois, voilà, ça c'est une action qu'on peut faire sous l'étiquette d'une organisation syndicale, mais de manière citoyenne, on peut écrire à tous les parlementaires en disant mais c'est pas pour ça que je t'ai élu pour autre chose. Et donc voilà, il y a la répétition sans doute. Et alors on parlait de maillon faible tout à l'heure avec Vooruit du côté néerlandophone. C'est clair que les engagés, c'est un peu aussi le maillon faible du côté francophone, puisque eux, ils ont aussi des promesses électorales en matière de socio-culturelle, en matière de santé aussi. Beaucoup dans le secteur santé, ils ont promis énormément de choses et ils ne tiennent pas leurs promesses. Et donc moi, je pense que je ne vois pas beaucoup d'autres moyens par rapport à ça. Mais je pense que l'interpellation constante et la mobilisation constante est une possibilité. Mais ça demande une énergie importante, évidemment. Hein. Et ça demande aussi de la coordination, me semble-t-il. J'ai l'impression en fait, que ceux qui ne sont pas dans les positions qui sont légitimes sont toujours les plus agressifs. Et c'est ce que je vois en fait par rapport au gouvernement qui est en place là. Et que nous qui sommes dans des positions, on peut se dire mais c'est légitime la sécurité sociale et tout ça, on est plus passifs. Je pense que nous, dans le secteur artistique, on a le pouvoir d'une action collective qui est forte, pas avec des moyens de faire la grève en fait, mais avec nos moyens à nous. Je pense que la période du Covid, où il y a eu la fermeture des lieux de culture, il y a eu énormément de mobilisation des travailleurs des arts, justement pour la réouverture de ces lieux, et ils ont montré toute la capacité de mobilisation. Je pense que l'action du 31 mars a étonné tout le monde, y compris le ministre Clareval, parce que c'est après cette action qu'il est revenu sur ses positions et qu'il a dit « Oui, tout compte fait, on ne touchera pas au statut des travailleurs des arts ». Donc effectivement, il y a une capacité de mobilisation et surtout une capacité de contestation qui est très grande dans le secteur de la culture. Et je pense qu'on n'a jamais fait de révolution dans l'histoire sans avoir aussi les travailleurs de la culture dans le système, dans l'action, je dirais, quelque part. Tout à fait. Est-ce que le raisonnement, d'après vous, est juste de dire qu'une réforme, donc mettre la sécurité sociale, la sortir de l'ONEM, pour ça, il faut sortir ça, donc il faut un changement législatif, parce que les compétences sont liées à l'ONEM. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait sans doute pas moyen de le faire. Et pour le faire, il faut transférer les compétences aux régions. Et les régions ne savent pas financer ça. Et donc c'est un fait, ça ferait disparaître le statut, le statut directement. Et alors la deuxième question, c'est par rapport au scénario. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario-là? Donc en 2027... il va y avoir, donc, dans les textes légaux, une évaluation est prévue. Donc l'évaluation, on connaît déjà la teneur de l'évaluation. Donc la culture est un symbole, donc c'est un symbole démocratique, donc on ne va sans doute pas la supprimer. Et une façon très simple de faire le ménage serait d'augmenter les seuils et les conditions d'accès, donc par exemple les limiter aux artistes, parce qu'on parle déjà de pas réforme du travail des arts, donc on parle d'un statut d'artiste au lieu de parler d'un statut de travailleur des arts. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario-là?
Moi, je ne suis pas spécialiste en droit constitutionnel, mais il me semble à tout le moins qu'il faudrait une disposition légale pour le transfert de la compétence. Ce ne serait plus une compétence chômage, du coup. Hein, donc, c'est vraiment sortir de la sécurité sociale. Et donc, est-ce qu'on est dans le cadre d'un transfert de compétences de l'État fédéral vers les communautés? Oui, certainement. Donc, il faut... Alors, est-ce que ça relève d'une révision de la Constitution? Là, je ne suis pas sûr à 100%. Actuellement, pour abonder dans ton sens, les experts... qui siègent à la Commission du travail des arts, qui sont issus des fédérations professionnelles, donc qui sont des professionnels eux-mêmes du secteur, font très bien leur travail. Hein. Et ça gêne certainement les politiciens, parce qu'ils font très bien leur travail. Ils connaissent le secteur, et donc quand le dossier est bon, il est bon. C'est tout, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas quelqu'un de l'ONEM qui ne connaît rien à la profession ou à l'activité qui va pouvoir dire le contraire. Le dossier, il est bon. Et je crois que ça gêne effectivement le législateur, ou en tout cas le législateur actuel, que ça fonctionne comme ça. Et alors le système de vote aussi actuel, que tu connais aussi, Michel, le système de vote actuel, quand les experts sont tous d'accord entre eux et que les syndicats les suivent, on obtient les décisions à l'encontre des administrations et surtout à l'encontre de l'ONEM, hein, soyons clairs. Hein, parce que je pense que l'INASTI et l'ONSS qui sont présents dans cette commission jouent un rôle assez honnête, je trouve. L'ONEM ne joue pas nécessairement un rôle honnête dans cette commission, soyons clairs. Mais effectivement, si demain il y a moins d'experts ou plus du tout d'experts, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'au début du dispositif statut d'artiste, il y avait une commission strictement administrative. Hein, il y avait des gens qui décidaient si vous aviez une carte artiste ou un visa artiste, hein, pour ceux qui ont connu l'ancien système, et c'était des gens qui ne connaissaient rien au secteur, hein, soyons clairs. Et il y avait cette fameuse liste ONEM aussi sur laquelle on se basait, qui était construite par des fonctionnaires de l'ONEM. Vous pouvez préciser sur le rôle de l'ONEM? C'est-à-dire que la commission du travail des arts, elle est composée pour moitié d'experts du secteur, donc des gens qui connaissent bien le boulot, et pour le reste des organisations syndicales, des organisations patronales et des administrations. Donc il y a 3 administrations présentes, l'ONEM, l'ONSS et l'INASTI. Et alors, après, il y a les séances plénières, bien entendu, et les dossiers sont traités dans des commissions restreintes. Et l'ONEM siège dans une de ces commissions restreintes, que Michel connaît bien, parce qu'on y siège tous les deux, d'ailleurs. Hein. Et donc, nous avons la chance, à la Chambre francophone 2, qui traite des dossiers audiovisuels musique, d'avoir l'ONEM avec nous. Et alors, l'ONEM, quand elle n'est pas d'accord avec un dossier, comme argument, elle nous dit « je ne le sens pas ». C'est pas convaincant, voilà. Alors Michel, à juste titre, réclame, mais dit il faut des argumentaires, il faut expliquer parce que ça va aller en justice, il va falloir expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. Et elle dit non, je le sens pas. Voilà. En gros, voilà. C'est une obligation légale d'argumenter, bien sûr, ouais, tout à fait, de justifier la décision. Moi j'ai une question aussi. Moi j'ai une question action. Parce que je me dis que c'est un bon moment de se retrouver pour partager un peu le calendrier des luttes et des prochains événements auxquels on peut participer. Est-ce que vous avez des choses à nous proposer? J'imagine le 25, mais je vous laisse parler de ça. Il y a la manif du 25, effectivement. Et alors, les organisations syndicales de la culture qui se sont mises d'accord depuis quelques mois maintenant pour faire des choses ensemble, donnent rendez-vous à tous les travailleurs de la culture à la gare du Nord, en fait. Les autres fois, il y avait un rendez-vous sur la place Rogier. Ici, on craint que cette manifestation du 25 soit un peu moins massive que les précédentes, et donc on donne rendez-vous aux travailleurs de la culture à la gare du Nord, sur l'esplanade derrière la gare du Nord. Donc c'est rendez-vous là-bas à 10h si je ne me trompe pas. Et alors l'idée c'est de faire un bloc culture avec les organisations syndicales, mais aussi les fédérations professionnelles qui nous suivent dans les manifestations. Il faut le souligner quand même, c'est important qu'il n'y a pas que les syndicats qui ont mobilisé depuis ces derniers mois. Il y a aussi pas mal de fédérations du secteur des travailleurs des arts qui ont mobilisé. Et franchement c'est réjouissant de voir qu'il y a cette mobilisation quelque part. Ça étonne un peu mes collègues syndicalistes parce qu'ils ne voient pas les gens habillés en vert ou en rouge ou en bleu. Alors je leur dis, mais non, ils n'aiment pas de s'habiller en vert, en rouge ou en bleu, ils n'aiment pas de se déguiser, mais ils sont là et ils manifestent ensemble avec les organisations syndicales. Donc voilà, ça c'est la prochaine date, le 25. Il y a sans doute des actions ponctuelles qui vont se faire à gauche, à droite, je n'ai pas de calendrier précis, mais par contre il y a une date importante qui est le 14 octobre, qui est prévue pour le volet pension en fait. Parce qu'aujourd'hui on a parlé beaucoup du chômage, mais le volet pension ça va arriver comme je le disais au début de séance, dans les environs de octobre-novembre. Et là, ça va être un truc qui va faire très mal aussi.
Et peut-être que nos amis néerlandophones seront là de manière plus massive aussi, parce que le volet pension va impacter beaucoup plus, on le pense en tout cas, les néerlandophones qui ont une démographie différente que du côté francophone. Et donc on imagine qu'il y aura plus de mobilisation à ce moment-là. Donc 14 octobre, ce sera une date de mobilisation importante également. Ouais. Oui, moi j'ai une question qui me taraude depuis un moment par rapport au gouvernement, que ce soit en France ou ici, qui brutalise à ce point la population. Je m'étonne que les organisations syndicales ne songent plus en fait à organiser des grèves générales, mais vraiment quoi, au finish, et qui implique, tout à l'heure, Marc, tu parlais de Claude Anvers, ateliers de transport, je veux dire, l'idée étant de paralyser le pays, et je pense que c'est la seule chose qui peut vraiment faire peur à un boucher ou un affreux de son acabit. Et voilà, chaque fois que j'en parle dans un contexte un peu syndical, je vois bien les mines renfrognées, comme s'il y avait un tabou là derrière, que ça faisait peur, ou que c'est perdu d'avance, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dans mon imaginaire, vu l'état de la situation, c'est réellement la seule chose la seule action qui puisse vraiment changer la situation, quoi. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. La difficulté, c'est que quand on annonce une grève générale, il faut aussi la réussir, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'effectivement, les gens ne travaillent pas et que tout soit fermé. Et ça, c'est pas nécessairement évident. Aujourd'hui, quand on organise des grèves à répétition, les affiliés qui suivent ces grèves-là, malgré qu'il y a une indemnité de grève auquel ils ont droit, mais qui ne couvre pas du tout ce qu'ils perdent sur la journée, après quelques jours, ils viennent nous trouver en disant « Écoute, tes grèves, moi, ça commence à me coûter cher. J'ai mes dispositions financières, mais mon prêt qui est en cours, j'ai ma voiture à payer. » Et on a ce genre de discours-là. Hein. Donc, je reconnais qu'on est quand même tous et toutes et tous dans une société où on est tous consommateurs et on tient à notre consommation, on tient à nos conforts, etc. Et la difficulté, elle est là, quoi. Donc, faire une grève générale, je suis entièrement d'accord avec le principe, mais il faut la réussir, ça c'est une première chose. Moi, ce que je suis étonné, j'ai déjà interpellé ma hiérarchie par rapport à ça, il faut cibler, à mon avis, des secteurs stratégiques. Le secteur du transport est un secteur stratégique. Si demain, il n'y a pas de camions sur la route, le pays est à terre. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a eu une grève des camions il y a 4-5 ans, un peu plus peut-être d'ici, et donc il y a eu le pays était paralysé. Le problème, c'est que cette grève des camions il y a quelques années, c'était l'UPTR, c'est-à-dire une organisation patronale qui menait la grève, et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. En plus, c'était l'histoire avec les prix des carburants, je me rappelle maintenant, et donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu des primes pour le carburant routier, etc. Mais ça veut dire que c'est un secteur stratégique, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait interroger. Parce qu'une grève générale, avec les contraintes qu'on a maintenant, d'avoir des affiliés et même des militants qui nous disent, écoute, 3 jours de grève, 4 jours de grève, ça va, mais après, moi, je ne sais plus payer mes traites, et puis voilà, c'est la difficulté qu'on a. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la réalité qu'on a avec nos affiliés. Dans tout état de cause, il n'y a que les organisations syndicales qui sont capables, avec leur logistique et leurs moyens propres, d'organiser une chose pareille. Il y a aussi les caisses de grève. Qui ne sont pas illimitées. Hein. Les caisses de grève ne sont pas illimitées. Hein, donc, voilà, ça c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne donne pas le montant aux autorités publiques, pour ne pas qu'elles sachent ce qu'il y a dans notre caisse, mais les caisses ne sont pas illimitées. Et donc, il faut aussi qu'on joue par rapport à ça, quoi. Ce que je voudrais peut-être, en guise de conclusion, et peut-être se dire que on a dressé un portrait finalement assez pessimiste de la situation, hein. Mais je crois qu'on a encore ici en Belgique des capacités de mobilisation importantes, et la mobilisation, pour moi, elle doit tourner sur ce qu'on appelle les biens communs. Les biens communs, c'est notamment la sécurité sociale. Je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a décidé entre nous à un moment donné de construire ensemble.
la question de l'impôt aussi, on considère toujours que l'impôt c'est quelque chose de négatif. L'impôt, moi je présente que je donne des formations, on a dit tout à l'heure que je donnais régulièrement des formations. Quand je donne des formations, pour moi l'impôt c'est acheter ensemble quelque chose qu'on ne sait pas acheter tout seul. C'est ça l'impôt en fait. Aujourd'hui, c'est galvaudé par notamment les libéraux qui disent que l'impôt, ça pèse sur les sociétés, etc. C'est une charge, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. Mais non, absolument pas. L'impôt, c'est quelque chose qu'on a décidé d'acheter en commun. C'est un bien qu'on a décidé d'acheter en commun. La sécurité sociale, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a décidé en commun et la culture, quelque part, relève aussi de ce bien commun. Quand on subsidie la culture, c'est pas pour faire le plaisir de faire travailler des gens sur un théâtre ou faire de la peinture, c'est simplement parce qu'on considère que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de la maison dans laquelle on veut habiter, et ça fait partie des choses qu'on doit continuer à construire ensemble et pour lesquelles il faut se battre ensemble. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, on a des revendications qui sont plutôt d'aller contre les projets du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut aller pour de nouvelles choses. Le problème du manque d'emploi, il est aussi lié au manque de réflexion sur la réduction générale du temps de travail. Aujourd'hui, ce que le travail produit nous permettrait de travailler 2 fois moins, voire 3 fois moins, en fait. Et tout le monde aurait la possibilité de travailler s'il en a envie. La possibilité existe. On doit revendiquer une réduction collective du temps de travail. Et moi, je pense qu'il faut, il faut bien entendu démonter le discours actuel et dire on est contre vos projets antisociaux, etc. Mais il faut aussi construire des revendications et dire on veut aller de l'avant. C'est fini de reculer, quoi. Faut qu'on avance, quoi. Moi, c'est ça que je voudrais conclure par rapport à aujourd'hui. Et si vous êtes là, j'imagine qu'il y a aussi des idées de même nature dans votre tête et je vous en remercie. Moi, je voulais juste, je n'ai pas de conclusion, j'étais juste en train de penser tout d'un coup, parce qu'on parlait mobilisation, grève générale, etc. Et je me disais juste que ce serait quand même trop bien si à chaque fois dans le contrat de travail qu'on signe, le militantisme faisait partie du temps de travail, ça faciliterait les choses. Voilà, c'est tout. Merci à vous.